2017-2021, la Fédération de Russie fait partie des 3 États-continents qui comptent. Bon, on remonte dans le temps, et déjà je vous y invite, 1914, 1945. Je vous rappelle qu'en 1914, l'Empire russe l'Empire tsariste, faisait déjà partie des 3 candidats à la succession de la Grande-Bretagne pour l'hégémonie mondiale, avec l'Amérique et avec l'Allemagne. C'était les 3 candidats, figurez-vous, à la succession de la Grande-Bretagne pour l'hégémonie mondiale. Bien. Alors ensuite, on sait le déroulement. En 1917, la Russie est battue par l'armée allemande. En 1922, l'unité de l'Eurasie est reconstituée sous l'égide de l'URSS. 1929, industrialisation. 1945, enfin. L'armée rouge réussit à tenir tête à l'armée allemande, alors que je vous rappelle, en 1917, l'armée russe avait été battue par l'armée allemande. Mais entre-temps, il y a eu l'industrialisation de l'État-continent. Bon. Et les puissances capitalistes toujours divisées. L'Allemagne ayant affaire à un front ouest et pas seulement à un front est. Bon. Et donc, 1945, à nouveau le chiffre 3, eh bien, en 1945, l'URSS fait partie des 3 grands vainqueurs à nouveau, avec la Grande-Bretagne et avec les États-Unis, auxquels s'ajoute, bon, il y a 2 autres puissances, un cran au-dessous, auxquels s'ajoute 4e grand en Asie, la République chinoise. 4 ans plus tard, renversé par le Parti communiste, et Mao proclame la RPC. Et 4e grand en Europe, la République française. Bien. Voilà donc à nouveau le chiffre 3. Bon. Mais à quoi assistions-nous depuis 1911 et accéléré après 1945? Nous avons assisté à quelque chose d'unique dans l'histoire universelle. Quelque chose, une absence. Que s'est-il passé au 1er XXe siècle et jusqu'aux années 1950? Qu'est-ce qui a donc surpris Hitler et Staline? Le relais anglo-américain. Normalement, le numéro 1 affronte le numéro 2. Le numéro 1 réprime le numéro 2 en s'associant avec le numéro 3. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le numéro 1, l'Angleterre, a passé le flambeau au numéro 2, l'Amérique. Et numéro 1 et numéro 2 ont passé leur temps, pour l'essentiel, même avec hésitation, ont passé leur temps à combattre le numéro 3. L'Allemagne, 1er XXe siècle. L'URSS, 2e XXe siècle. Et donc, par conséquent, vous voyez, le relais anglo-américain, bon, 3 grands vainqueurs en 1945, bien. Relais anglo-américain, l'Angleterre s'efface tout doucement, notamment au Proche-Orient, cœur pétrolier du monde, bientôt cœur polémologique du monde, cœur islamique du monde. Qu'est-ce qui se passe de 1942 à 1956? On peut aller même jusqu'en 1971. Je vous rappelle qu'après tout, les actuels Émirats arabes unis, ils étaient protectorats anglais jusqu'en 1971, il y a 50 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, de 1942 à 1971? Voyons les choses très largement. Tout doucement, le retrait britannique et la substitution américaine. Bien. Ça s'est joué quand même pas mal au Proche-Orient. Je vous rappelle que l'Angleterre, après 1945, elle allait se désengager des Indes. Mais elle voulait rester au Mashrek pétrolier et en même temps conserver son réseau thalassocratique, qui autrefois servait à barrer la Russie, d'ailleurs au XIXe siècle. Bon. Donc, l'Angleterre s'efface, l'Amérique prend le relais. Et donc, nous avons le duel, 3-2, le duel. Le duel, autrement dit, la guerre froide, vous le savez, le conflit Est-Ouest, ce n'est pas qu'un duel entre 2 grandes puissances. Je simplifie outrancièrement. Et quelque part, vous m'y invitez en me proposant un état des lieux de la Russie historique. Bon, la guerre froide, c'est très compliqué. C'est quelque part une guerre civile froide. À travers, au sein de chaque pays, il y avait donc le clivage entre communistes et non communistes. Hein. La guerre froide, donc, c'est à l'intérieur des sociétés. C'était aussi à l'international, le camp socialiste, le camp capitaliste, ou bien plus précisément, en Europe, le bloc soviétique et la coalition occidentale. Bon. Et je vous rappelle, à la tête de ces 2 camps, coalition occidentale, bloc soviétique, il y avait 2 superpuissances. Qu'est-ce qui fait la superpuissance? C'est qu'un État dirige un groupe d'États, dirige plus ou moins fermement. La direction américaine était lâche, la direction soviétique était ferme.
Il y avait un bloc de l'autre côté du rideau de fer. De ce côté-ci, il n'y avait qu'une coalition. C'est sûr et certain. Bon. Donc, nous avons le duel. N'excluant pas parfois une espèce de duo lorsque l'Amérique ou l'Union soviétique pouvaient s'entendre pour limiter la course aux armements, pour empêcher la RFA d'aller au nucléaire, ou le Japon, pourquoi pas, années 60, pour surveiller la turbulente Chine maoïste. Bon, mais quand même, le duel plutôt que le duo. Bon. Donc, un duel qui a duré 45 ans. Bon. À l'issue de ce duel, vous le savez, il y a 30 ans maintenant, bon, il y a eu, j'en suis persuadé, un vaincu de la guerre froide et un vainqueur, un ou deux. Vainqueur, États-Unis, et le libéralisme, vainqueur sur toute la ligne. La RFA, aussi victorieuse, puisque la réunification allemande a eu lieu pacifiquement, sans neutralisation. L'Allemagne réunifiée a pu rester dans les CE, devenus UE, et dans l'OTAN. Ça, c'était la défaite soviétique. Parce que des années 50 aux années 80, ce que disaient les soviétiques, d'accord, vous vous réunifiez en échange de la neutralisation. L'Allemagne, la grande puissance économique au centre de l'Europe, sortant de l'OTAN. Imaginez-vous cela. Que serait devenue l'OTAN? L'OTAN aurait dépéri, évidemment, parce qu'en Scandinavie, parce qu'en Italie, on aurait également quitté l'OTAN. Et la France, c'est pareil. Et toute l'Europe eût été neutralisée. Je vous rappelle que Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, il n'y a aucune alliance, il n'y avait aucune alliance bilatérale. Uniquement une alliance multilatérale, l'OTAN. Alors que je vous rappelle, à l'Est, il n'y avait pas seulement le pacte de Varsovie, il y avait aussi des alliances bilatérales entre l'URSS et chaque pays de l'Est, et entre chaque pays de l'Est. Donc, coalition anti-soviétique, bon, les effets de la révolution islamique aussi, eh bien, l'URSS a fini par perdre la guerre froide. Le bloc soviétique s'est effondré il y a une trentaine d'années, l'Allemagne s'est réunifiée, la République fédérale socialiste de Yougoslavie s'est également effondrée et l'URSS elle-même s'est dissolution. L'URSS a éclaté, d'accord ? Et tout a été emporté, pacte de Varsovie, Conseil d'assistance économique mutuelle, etc. Toutes les institutions internationalistes ont disparu il y a tout juste 30 ans. L'année 91, il y a 30 ans, a vu la disparition, chacun à son tour. Le Parti communiste soviétique, la RFSY, le pacte de Varsovie, le KM, l'Union soviétique, enfin, en décembre 91. Bien. Et à la place, figurez-vous, qu'est-ce qui était prévu? Certains disent l'URSS n'a pas été vaincue. L'URSS a implosé de l'intérieur. Bon. On peut toujours rétorquer, si elle a implosé de l'intérieur, c'est que l'équipe dirigeante de Gorbatchev n'a pas su maîtriser le processus de réforme. Et s'il y a eu processus de réforme, c'est parce que la course aux armements réinsufflée par Reagan, eh bien, a essoufflé l'Union soviétique, dont l'économie était entrée en crise systémique années 1980, au moment même d'ailleurs où le pétrole et le gaz voyaient leur cours chuter. Or, l'URSS était grosse exportatrice d'hydrocarbures. C'est de là qu'elle tirait le gros de ses devises, avec lesquelles elle achetait des denrées alimentaires et des biens de consommation, habituant sa population à vivre mieux. Bien. Donc, par conséquent, vous disais-je, donc, défaite. Pourquoi pas implosion intérieure? Et je vous rappelle qu'en effet, de 87 à 91, Gorbatchev a tenté la réforme de l'URSS. Réforme de l'économie, mais il se heurte à la nomenclatura qu'il essaye de contourner, de neutraliser. Il n'y arrive pas. Il suscite la résurrection d'une société civile en Union soviétique. Pas encore propriété privée, mais ça va venir. Mais donc droit d'association, renaissance des églises. Bien. Vous voyez, donc il veut s'appuyer sur la société civile pour secouer le cocotier de la nomenclatura. Il échoue. En perte de contrôle, bon, perestroïka, réforme qui s'enlise, glasnost, transparence, pour secouer la résistance de nomenclatura, soumettre la nomenclatura à la critique des particuliers, des associations, de la société, avec droit de recours devant les tribunaux administratifs. Vous imaginez donc quelque part que les citoyens puissent contester les décisions administratives devant de vrais tribunaux indépendants et impartiaux. Tout le système a été ébranlé.
Et en même temps, aux marges du pays, Pays-Baltes, Sud-Caucase, bon, les nationalismes qui relèvent la tête. Bien. Alors, le processus, donc, ce que je veux vous faire comprendre. Nous avons la Fédération de Russie de nos jours, avec 14 États post-soviétiques, dont certains, les Pays-Baltes, ont rejoint l'UE et l'OTAN, et d'autres sont tentés de rejoindre l'UE et l'OTAN, pourquoi pas l'Ukraine, la Géorgie, etc. Bon, nous avons ça. Nous aurions pu avoir, figurez-vous, une nouvelle fédération eurasienne qui serait une démocratie capitaliste. Parce que figurez-vous, l'Union soviétique de 88 à 91 se métamorphosait en démocratie capitaliste. Parti communiste interdit, pluralisme politique autorisé, effervescence de nouveaux partis. Pareil également, transformation économique. On introduisait l'économie de marché, dans le chaos, certes. Bon, économie de marché, démocratie. C'est vers ça que se dirigeait l'Union soviétique. Et on ne s'étonne pas qu'en septembre 1991, il y a encore l'URSS, qui devient démocratie capitaliste. Rendez-vous compte? Eh bien, Gorbatchev soit invité au G7, devenu G8. D'accord? Bien. Les socialistes avaient proclamé leur souveraineté, pas leur indépendance. Il y avait donc, je vous rappelle, après tout, autrefois, il y avait l'Empire russe, il y avait l'URSS. C'est dans ce cadre commun que tous ces peuples apparentés avaient suivi, avaient connu ou subi une commune modernisation. Il y avait tout un réseau de transport de communication commun. Vous imaginez faire sauter tout cela? Dans quel chaos? Démocratie capitaliste. Et le processus de Novo-Ogarevo, Gorbatchev allait transformer l'URSS en URSS, transformer l'Union des républiques socialistes soviétiques, le mot n'avait plus de sens. PCUS qui n'a plus son monopole, pluralisme politique, économie de marché. Transformer l'URSS en URS, Union des républiques souveraines. Voilà. Puisque composée de républiques fédérées ayant proclamé leur souveraineté, mais pas leur indépendance. URS. Voilà ce qu'on aurait pu avoir, figurez-vous. Alors, peut-être pas les Pays-Baltes n'en voulaient pas. Bon. Mais vous imaginez cela, une URS, une fédération eurasienne qui serait démocratie capitaliste. Ça aurait été possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas d'Asie centrale qui est venu comment dirais-je, le coup d'éclat. C'est de Moscou, c'est de la République de Russie qui correspondait à l'ancienne RSFSR. La République de Russie, dirigée par Yeltsin, dont le grand rival était Gorbatchev. Yeltsin le russe face à Gorbatchev le soviétique, président de l'URSS encore Gorbatchev, militant pour l'URSS, pour maintenir une fédération. Eh bien, justement, c'est du centre qu'est venue la dissolution. La République de Russie, emmenée par Yeltsin, a fait sécession du projet du RS. Et d'autres républiques ont suivi, certaines avaient déjà précédé. Et donc, à la place, eh bien, nous avons des États indépendants, et donc nous avons une simple confédération très large. La communauté des États indépendants, CEI, sans les Pays-Baltes, et je rappelle, depuis 2008, après le conflit armé russo-géorgien, la Géorgie a quitté la CEI. Et depuis le coup de Crimée en 2014, l'Ukraine a quitté la CEI. Mais quelque part, la CEI, vous comprenez, ce pourrait être le cadre idoine de ce que ambitionne Poutine. C'est Yeltsin qui a fait capoter le projet d'une nouvelle fédération eurasienne. Or, vous le savez, le grand projet politique, le grand projet géopolitique de Poutine, c'est l'Union eurasienne. Maintenir donc l'unité pan-russe de l'Eurasie. Bien. La CEI pourrait fournir un cadre idoine. Bon, c'est un cadre très large. Mais après tout, il y a une branche économique de la CEI. C'est l'Union économique eurasienne, qui remonte à loin, mais qui a été formellement créée en 2015. Et il y a une branche militaire, c'est l'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective. Au fond,